Donc moi je m'appelle Quentin Leruit et moi je suis spécialisé en cervico-maxillofacial. Le but là c'est vraiment de balayer un petit peu les pathologies que je prends en charge parce que bon moi quand je parle de ma spécialité on me dit mais tu t'amuses toute la journée à masser des bouches et ça ne se limite pas qu'à ça et du coup ça va vous permettre un petit peu de quel patient vous pouvez diriger vers moi et dans quel cas il peut être dirigé vers un kiné maxillofacial. Donc, petite brève présentation. Moi, je travaille dans 2 cabinets. J'ai un cabinet chez moi à Courrières, vers Nanine, et je travaille avec ma collègue Morgane et Jean-François qui passera tout à l'heure au centre vertical clinique de la tête, du cou et de la colonne, ici à Malone. Donc, moi, je suis diplômé de l'UCL, UC Louvain, en 2014, et j'ai fait un certificat en kiné cervico-maxillofacial. Je suis formé en thérapie manuelle, adultes et enfants. Et en thérapie myofonctionnelle, j'y reviendrai plus tard pour expliquer un petit peu ce que c'est exactement, et en HMTC, donc c'est une technique d'harmonisation myotensive de la tête et du cou. Donc voilà un petit peu le type de patients que j'ai au cabinet au quotidien. Donc des patients qui présentent des troubles de l'articulation temporomandibulaire, donc ATM, donc des déplacements discales, des blocages articulaires, des myalgies de la tête et du cou, des céphalées de tension, donc des maux de tête et des migraines, des acouphènes qu'on peut traiter aussi, les névralgies, grand occipital, donc la fameuse névralgie d'Arnold, faciale et cervico-brachiale, les chirurgies orthognatiques et tout ce qui est traumatologie au niveau de la face, les paralysies faciales, les cancers et les apnées du sommeil et le ronflement, dont je parlerai un petit peu à la fin, qui sont un peu moins connus. Je vais commencer par les troubles de l'ATM. Alors, pour illustrer ça, je montre toujours cette vidéo-là à mes patients parce qu'elle est très claire. C'est des patients qui viennent parce qu'ils ont un blocage ou un claquement au niveau de leur articulation. Par contre, je ne vois pas ma souris. Ah ben elle est là. Donc, ce qu'on a ici, en fait, c'est une coupe sagittale de l'articulation temporomandibulaire. C'est comme si on vous a coupé juste ici. Vous avez le condyle de la mandibule, donc la mandibule qui se situe là, le crâne, et entre les deux, un disque intra-articulaire. Donc c'est comme dans le genou, hein, c'est un ménisque qui va bouger lors de l'ouverture et de la fermeture de la bouche. Donc quand on ouvre la bouche, ce disque va s'antérioriser et puis il va revenir en place à la fermeture. Ce qui se passe, c'est qu'au niveau du disque de l'articulation temporomandibulaire, c'est qu'il y a une partie postérieure qui est plus épaisse et parfois pour une raison ou pour une autre, un choc, une position qu'on a prolongée chez le dentiste, cette partie postérieure va s'antérioriser et ça va provoquer un claquement. La mâchoire qui claque. J'ai ce claquement, donc je peux le montrer à mes patients, c'est pratique. Et parfois, il y a des patients qui sont inquiets par rapport à ça. S'il n'y a pas de douleur et pas de blocage, pas de problème, on peut continuer à vivre sans souci. C'est juste parfois, ça gêne les gens autour de nous quand on mange. Mais tant qu'il n'y a pas de douleur et pas de blocage, il n'y a pas de souci. Donc moi, je traite ce problème-là dans ces 2 cas-là, douleur ou blocage. Donc je survole chaque patho pour que vous ayez un petit peu une idée globale de tout ça. Ensuite, les myalgies de la tête et du cou, qui sont donc globalement des raideurs au niveau cervical et des tensions au niveau de la mâchoire qui sont souvent dues à du serrage dentaire. Donc le bruxisme, vous avez probablement tous entendu parler, qui peut être diurne ou nocturne. Il y a le bruxisme centré, donc les gens qui serrent vraiment des dents, ou le bruxisme décentré, les gens qui grincent des dents pendant la nuit. Donc on peut avoir un impact sur le bruxisme, principalement diurne, parce que le patient peut prendre conscience de ce bruxisme, de ce serrage au quotidien. Pour ce qui est du nocturne, c'est plus compliqué. Si on arrive à diminuer le bruxisme diurne, on a quand même un impact sur le bruxisme nocturne. Mais du coup, ça va avoir un effet évidemment au niveau des muscles de la mâchoire qui vont être sursollicités. La mâchoire et les cervicales sont intrinsèquement liées d'un point de vue neurologique, donc des tensions dans la mâchoire peuvent provoquer des tensions au niveau cervical supérieur et du coup provoquer par la suite des maux de tête, des céphalées. Donc on va travailler sur tous les muscles qui concernent ces zones-là, notamment le masséter, les ptérygoïdiens latéraux et médiaux, le muscle temporal, le sternocléidomastoïdien, trapèze supérieur, sous-occipitaux. Voilà, je ne fais que les lister, mais en gros, on va travailler de façon à ce qu'on relâche toutes ces zones-là et qu'on puisse réharmoniser la zone de la tête et du cou. Donc les signes sont assez clairs, c'est une douleur soit locale, vraiment
au niveau de la tension du muscle, soit référée, donc une douleur projetée, je vais revenir juste après avec les trigger points. On constate donc des raideurs, des limitations d'amplitude, donc du range of motion, et au niveau par exemple de la mandibule, si on a un masséter qui est situé ici, qui est ultra contracté, évidemment le patient va être limité dans son ouverture, donc le fait de le relâcher, on va retrouver une amplitude correcte au niveau du masséter. Donc pour ça, on va faire des étirements, un travail myofascial de façon à relâcher toutes ces zones-là, des trigger points, je vais venir juste après, et du travail de posture et des petits exercices au niveau cervical et au niveau de la mâchoire. Donc les trigger points sont ces fameux points dans tous les muscles qui peuvent provoquer des douleurs projetées. Donc des tensions dans le masséter peuvent provoquer des douleurs au niveau des dents. Donc parfois les dentistes ne voient absolument rien. Ce sont des patients qui ont mal à l'arcade dentaire inférieure. Et bien ça peut être un masséter, ça peut être un ptérygoïdien qui est trop tendu et pas du tout une douleur dentaire. Ça peut être pareil parfois au niveau de la gorge. Parfois des patients qui ont mal de gorge de façon continue, il n'y a pas de signe inflammatoire, de rougeur. Ça peut être dû à des points triggers qui peuvent projeter vers la gorge. Donc pareil pour tous les muscles, le masséter, le sterno. Donc ça vous a un peu une image des différents trigger points au niveau de la face. Donc ça, ce sont les ptérygoïdiens qu'on peut aller. On ne peut pas spécifiquement aller travailler. Ce serait faux de dire qu'on va vraiment masser le ptérygoïdien, mais on va masser la zone autour des ptérygoïdiens de façon à relâcher et avoir un effet bénéfique sur la tension musculaire sur ces muscles-là. Alors les céphalées de tension, donc selon l'International Headache Society, qui est vraiment la référence en matière de migraine, ce sont des maux de tête qui sont présents moins de 15 fois par mois, qui sont bilatérales. Quand c'est vraiment unilatéral seulement d'un seul côté, on parle vraiment là de migraine. Ce sont des douleurs sourdes non pulsatiles, donc c'est vraiment quelque chose d'assez global, une douleur en casque, en étau, le patient se sent vraiment compressé. Il n'y a pas de nausée dans ces cas-là en général. Par contre, il peut y avoir de la photo ou de la phonophobie, c'est-à-dire une hypersensibilité à la lumière et au bruit. Donc là, pour relâcher et diminuer ces céphalées de tension, donc qui sont dues à des tensions musculaires au niveau du cou, mais aussi au niveau de la mâchoire, comme je disais tout à l'heure, les deux sont intrinsèquement liés. Donc on travaille toujours une mâchoire en même temps que les cervicales et inversement. Donc on va travailler sur les tensions musculaires, la détente globale de la tête, du cou et de la mâchoire. Pour ce qui est des névralgies. Donc notre fameuse névralgie d'Arnold qu'on entend un peu à toutes les sauces, parfois ça peut être effectivement une vraie névralgie d'Arnold, mais parfois ça peut être, comme je disais tout à l'heure, une douleur projetée qui vient d'une autre zone, mais qui peut aussi projeter à l'arrière de la tête. C'est souvent provoqué par une contracture de l'oblique inférieur, qui est ici, et qui va être exacerbée à la rotation cervicale, parce que quand on fait une rotation, cet oblique va se contracter et va comprimer en fait ce grand occipital qui se trouve ici, et qui, si le muscle est trop tendu, va comprimer ce nerf et du coup va irradier sur son trajet, donc à l'arrière du crâne. C'est assez typique, hein, les douleurs d'Arnold, c'est vraiment en sous-occipital et ça va monter à l'arrière de la tête. Donc on va travailler en neurodynamique, c'est-à-dire on va travailler sur le nerf, on va travailler sur tous les muscles qui sont autour du nerf de façon à relâcher toute cette zone et lui permettre d'avoir un trajet le plus fluide, le plus souple possible. Ensuite, la fameuse névralgie du trijumeau, qui peuvent être extrêmement douloureuses, très invalidantes. On n'a pas d'impact direct sur la névralgie du trijumeau, par contre, on peut quand même calmer l'intensité des crises. Donc, ce qu'on va faire, c'est d'aller limiter les crises, déjà en faisant attention au serrage. Ce sont des patients qui serrent beaucoup, s'il y a déjà beaucoup de tension au niveau de la sphère maxillofaciale. On va travailler sur toutes ces zones-là, évidemment, pour détendre tout le pourtour du trijumeau. Et on va aussi travailler au niveau périphérique, au niveau des différents foramen supraorbitaires, infraorbitaires et mentonniers. En fait, c'est là que le trijumeau va sortir, et en travaillant sur ces petites zones un peu périphériques, parfois on a un effet assez global sur le trijumeau et on peut diminuer vraiment de façon importante l'intensité des crises.
Alors il y a aussi les névralgies cervico-brachiales qui sont assez typiques, hein, qui descendent dans le bras. Là on va travailler, j'ai pas d'image qui l'illustre, mais on va travailler vraiment sur les cervicales, sur tout le trajet des nerfs, de façon à détendre toute cette zone cervicale. Alors les acouphènes, on en voit de plus en plus, sont des patients assez frustrants, parce que de manière générale, les acouphènes, c'est quand même très spécifique. Les acouphènes chez qui on peut vraiment avoir un effet, nous, en tant que kiné. On parle d'acouphènes somatosensoriels. En fait, ce sont des acouphènes qui sont liés à la tension musculaire, justement, et qui peuvent créer vraiment une pression au niveau du conduit auditif et aussi un dérèglement au niveau neurologique, au niveau du tronc cérébral, et provoquer une réponse exacerbée du nerf auditif et créer cet acouphène spécifique qu'on appelle somatosensoriel. Donc il y a tout un screening du patient qui va être fait en première séance. Moi, je vais tout de suite dire au patient, j'ai des chances de vous guérir ou pas du tout. Globalement, selon une étude assez récente de 2022 qui a été faite sur 8221 patients, 26% des patients présentant un acouphène ont un acouphène somatosensoriel. Donc après, il y a encore d'autres facteurs. Est-ce que l'acouphène a plus de 6 mois, 1 an, 3 ans, 10 ans? Ça aussi, ça va jouer sur la rééducation et sur le fait que oui ou non, on va avoir un bon résultat sur le patient. Donc tout de suite, moi je dis aux patients, voilà, qui ne me voient pas comme un sauveur, parce que ce sont des patients désespérés qui ont fait 36 chapelles. Voilà, on va screener et tout de suite, je vais lui dire si oui ou non ça peut être un acouphène somatosensoriel. Et si oui ou non, on va avoir un effet bénéfique sur sa pathologie. Si après 3-4 séances, on n'a aucun résultat, l'acouphène reste le même, alors pour moi, c'est foutu, je le dis tout de suite. Si après 3 séances ou 4 séances, où je vais screener principalement la mâchoire, et puis ensuite les cervicales, et puis l'oreille, les fascias autour de l'oreille, si après 3 séances, je n'ai pas de résultat, souvent je dis aux patients, ben voilà, on n'aura pas beaucoup d'amélioration. Par contre, parfois, c'est magique et on a vraiment une vraie belle amélioration. Et là, pour le patient, c'est formidable. Ce qui concerne les chirurgies orthognatiques et la traumatologie, moi, je travaille beaucoup avec les chirurgiens. On a la chance d'avoir une très belle équipe de chirurgiens maxillofaciales à Namur, notamment à Sainte-Élisabeth, mais aussi au CHR. Donc, voilà, qui m'envoient régulièrement des patients post-chirurgie. On ne le fait pas d'office, on le fait quand le patient a une limitation d'ouverture après la chirurgie, parfois simplement parce qu'il a peur, hein, c'est un peu un syndrome d'évitement, où le patient n'ose pas ouvrir parce qu'on lui a quand même cassé la mâchoire pour lui avancer. Quand on lui explique ce que c'est, ça peut être très traumatisant, même si c'est une chirurgie qui est assez classique, hein, pour un chirurgien maxillofacial. Donc on va lui donner des conseils post-opératoires, on va faire un petit drainage de façon à résorber l'œdème post-chirurgie. On va mobiliser l'ATM et les cervicales pour avoir une récupération de l'amplitude articulaire qui est totale. On va détendre les muscles et donner quelques exercices assez spécifiques et surtout rassurer le patient et lui dire « vous inquiétez pas, vous ne risquez pas de tout faire sauter en ouvrant votre mâchoire ou en mangeant un sandwich ». Parce que c'est souvent ça, c'est un blocage psychologique qui les empêche d'ouvrir chez ces patients-là. Et du coup, parfois, juste avec ce déclic-là, on arrive à retrouver une amplitude, une ouverture buccale tout à fait satisfaisante. En ce qui concerne les fractures, nous, notre rôle, il est assez limité. En général, les fractures, j'en vois pas beaucoup. Mais voilà, souvent, c'est quand c'est vraiment assez traumatique, un accident de moto, des choses comme ça. Là, oui, bon, un petit enfant qui s'est cassé le condyle de la mandibule, ça se remet, c'est très malléable, ça se remet très vite. On va quand même vérifier qu'il y a une bonne mobilité articulaire, une bonne amplitude, qu'il n'y ait pas de raideur. On va lever aussi les blocages psychologiques qui peuvent être là chez le patient qui vient de prendre un choc assez important. Et parfois, ça peut être très impressionnant, une fracture au niveau de la mâchoire où le patient, à l'ouverture, il y a ses dents qui s'écartent. Enfin, l'image du patient qu'il a de lui-même est parfois très impressionnante et finalement, ça se remet très bien suite à une petite chirurgie. Donc voilà, lever un petit peu tous ces petits blocages et masser si besoin. Ensuite, il y a évidemment la paralysie faciale. Donc oui, bon là c'est un peu exagéré, mais au moins c'est clair, on la voit. Mais voilà, l'idée c'est de maintenir la mobilité tissulaire à l'aide de massages, d'étirements, souvent une paralysie faciale idiopathique qu'on appelait à l'époque Afrigor. Dans les 3 à 6 mois se remet très bien, mais il peut arriver que ça prenne plus de temps ou
ça reste sur le long terme. Ça peut être périphérique, mais ça peut être aussi central, et là c'est beaucoup plus compliqué. Et donc l'idée c'est que sur le long terme, on n'ait pas de rétraction musculaire, de tension qui peuvent vraiment invalider le patient, en plus de sa paralysie, des sensations de tiraillement au niveau du visage. On va rééduquer avec des mouvements, des exercices de proprioceptifs en face du miroir pour que le patient arrive avec le côté sain à récupérer une amplitude de mouvement correcte. On va aussi éduquer le patient pour ce qui est protection oculaire et hygiène faciale, parce qu'un œil qui ne sait plus se fermer, c'est un œil qui va s'assécher. Et du coup, on va lui donner, on peut mettre du tape sous l'œil pour, en mettant les gouttes, garder un petit peu de liquide au niveau de l'œil, que ça reste plus longtemps. Évidemment, parfois, il glette, il bave, et du coup, on va donner des petits conseils aux patients pour se sentir mieux, être moins mal dans son quotidien. Alors des patients en oncologie, ça j'en ai quand même assez régulièrement, et ça c'est quand même des prises en charge assez lourdes, parce que les cancers de la bouche, de la gorge sont quand même des cancers très très lourds pour le patient. Donc qu'est-ce que nous on va faire? La prévention post-chirurgie, radiothérapie, travailler sur tout ce qui est fibrose, trismus, donc c'est-à-dire que c'est une contraction au niveau du masséter qui reste de façon prolongée. Le masséter n'arrive pas à se relâcher suite à une intervention où parfois le patient est resté à bouche ouverte pendant des heures. On va travailler évidemment sur les cicatrices et sur la mobilité. Bon, ça dépend évidemment du cancer. Là, pour illustrer, on a un cancer de la langue avec le greffon qui vient d'être placé. On va travailler sur la mobilité linguale, mandibulaire, cervicale, scapulaire. On va retravailler sur toutes ces zones de la tête et du cou qui vont être mises à mal suite au cancer et aux conséquences de la chirurgie et la radiothérapie. On va faire du drainage, bien évidemment, parce qu'on va faire souvent un évidement cervical en retirant des ganglions au niveau cervical, et du coup, il va falloir faciliter le passage de la lymphe, et donc tout un travail de drainage qui est très important chez ces patients-là. On va travailler sur la gestion de la douleur, leur donner des exercices qu'ils peuvent faire aussi à la maison, et surtout aussi un soutien émotionnel, parce que c'est des patients qui sont passés par beaucoup de stades. Ils sortent de là, ils zozotent, ils n'arrivent plus à mâcher. D'un point de vue social, c'est très très lourd. Et du coup, on fait aussi un peu le rôle du psy en le rassurant et en donnant vraiment de l'énergie au patient pour continuer sa prise en charge, parce que c'est très important pour retrouver toutes ses fonctions sur le long terme. On va aussi bien sûr travailler sur la zone du prélèvement du lambeau. Donc ici, pour une reconstruction de la langue, on va prélever soit un greffon au niveau du génioglosse, soit au niveau de l'avant-bras, ça peut être aussi au niveau de la cuisse. Donc un morceau de muscle qu'on va venir greffer à la langue. Et il faut travailler aussi sur cette zone, sur la cicatrice, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'adhérence et qu'on retrouve toute la mobilité au niveau de l'avant-bras typiquement. Et enfin, je vais terminer sur les apnées du sommeil et du ronflement, et le ronflement, qui sont un peu moins connus chez les kinémaxillos, mais ça commence à se développer pas mal, et j'en parle beaucoup autour de moi parce que c'est un domaine qui me plaît, et ça plaît beaucoup aussi aux compagnons et compagnes qui ont des ronfleurs à côté d'eux. On peut vraiment avoir un vrai impact sur le ronflement et les apnées, alors toute proportion gardée. Un patient qui est apnéique sévère, évidemment, on va le diriger vers la CPAP. Par contre, on peut l'accompagner en diminuant la quantité d'apnée, en faisant un bilan rigoureux et en tonifiant les muscles de la langue et du voile du palais. Parce que oui, souvent, ce sont les causes principales de l'apnée. C'est une langue qui va descendre dans le fond de la gorge ou un voile du palais qui va s'affaisser et qui va venir se collapser à la langue, vibrer et du coup provoquer le ronflement. Et en tonifiant et en replaçant la langue correctement, en retonifiant le voile du palais, on peut avoir des résultats qui sont très satisfaisants. Donc pareil, je travaille beaucoup avec des pneumos et des chirurgiens maxillofaciaux qui m'envoient des patients qui ne supportent pas la CPAP, qui ont eu des orthèses d'avancée mandibulaire et pareil, qui ont provoqué des tensions musculaires et qui ne le supportent pas non plus. Alors on a toujours cette option-là, parce que là on va vraiment rééduquer, en fait on va travailler sur la cause principale. L'orthèse et la CPAP restent finalement des attelles qui vont masquer entre guillemets le problème. Là on va vraiment travailler sur la cause, si bien sûr il n'y a pas d'obstruction anatomique. Il faut avoir un bilan ORL rigoureux chez un ORL qui est formé dans le domaine, voir s'il n'y a pas de déviation de la cloison, des amygdales qui sont énormes. Enfin voilà, d'autres facteurs qui pourraient provoquer
un blocage au niveau de la respiration pendant le sommeil. On va travailler sur la respiration nasale parce que, en fait, les patients qui sont respirateurs buccaux, le fait de respirer par la bouche, vous allez avoir un relâchement de la langue qui est beaucoup plus important aussi. On va travailler sur la posture, voilà, c'est tout un travail global. De nouveau, je survole toutes les pathologies pour que vous ayez un peu une idée de tout ce que je fais. Voilà. Merci pour votre écoute.